ce sont les premiers dialogues, enfin, autant qu'on puisse le savoir, dans la reconstitution de la chronologie des dialogues de Platon, seraient donc des dialogues de jeunesse où Socrate, évidemment, apparaît comme un élément majeur et où souvent nous sommes confrontés à la problématique de l'aporie. C'est-à-dire que ce sont des dialogues qui... pas baisser le bras, face à l'aporie. Ce sont des dialogues qui se terminent sur une aporie, c'est-à-dire une impasse, une non-réponse, on veut, à la question ou aux questions évoquées dans le dialogue. Ce qui a laissé certains interprètes perplexes. Et pour savoir pourquoi, dans certains dialogues, eh bien, on n'arrivait pas à répondre aux questions. Et je trouve c'est très intéressant de voir tout l'intérêt de ces dialogues, justement, aporétiques, où on n'a pas de réponse, et où donc il va falloir assumer la frustration, parfois forte, de repartir sans avoir une définition, une réponse claire à la question posée. Ce qui a le grand avantage de laisser le questionnement ouvert et donc de pouvoir continuer à réfléchir tous les jours sur les questions du dialogue. Voilà, c'est pour faire passer la frustration, parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à un dialogue où vous n'aurez pas la réponse sur le thème abordé, qui est, au moins pour la seconde partie du dialogue, le thème du courage. Donc aujourd'hui, nous allons parler du courage, essayer de voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ce n'est pas, mais vous n'aurez pas une définition précise du courage. Donc pour ça, vous avez vos dictionnaires chez vous. Au retour, vous pourrez voir comment le dictionnaire définit clairement le courage. Alors, le propos des dialogues de jeunesse de Platon, c'est de donner envie au lecteur, quel que soit son âge, de chercher à en savoir un peu plus sur un certain nombre de questions, des questions centrales pour la conduite de sa vie, pour des thèmes importants dans la vie de tous les jours, en se mettant à l'écoute de Socrate. Pour ce faire, ces dialogues vont de manière volontaire ébranler la confiance que nous pouvons avoir en nous, dans nos opinions, en examinant un certain nombre de questions apparemment simples, mais auxquelles nos réponses, parfois et souvent même, semblent se dérober lorsque Socrate commence à s'en mêler. Vous vous rappelez comment on a surnommé Socrate à Athènes, le poisson torpille, ou le temps Théaoène, cette espèce de bestiole qui pique et qui se fixe sur les animaux, les humains, et qui ne les lâche pas. Donc Socrate a bien mérité ces surnoms de poisson torpille, c'est-à-dire qui envoie des décharges électriques ou de temps qui pique, puisque c'est bien ainsi que ces interlocuteurs vont ressentir ces questions, à tel point que beaucoup de ces interlocuteurs vont quitter la scène du débat ou du dialogue. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais dans bien d'autres dialogues, les interlocuteurs s'en vont en disant « Socrate, tu nous casses les pieds avec tes questions, je n'ai pas de temps à perdre, donc on verra ça une autre fois ». Donc ça permet de comprendre aussi pourquoi Socrate s'est fait beaucoup d'amis et aussi beaucoup d'ennemis qui ont eu raison de lui, puisque le procès qu'on lui a intenté sous les deux motifs de corrompre la jeunesse et de ne pas respecter les dieux de la cité étaient effectivement les raisons officielles des accusations, mais en fait,
savoir que Socrate dérangeait beaucoup de monde par les ébranlements qu'il suscitait par son questionnement. Donc, l'objectif de ces dialogues est clair hein, pour Platon d'entrée. Il ne s'agit pas d'apprendre, il ne s'agit pas simplement d'éprouver du plaisir à ces questionnements, il ne s'agit pas non plus de briller en société, mais surtout d'apprendre la confrontation avec sa propre pensée, la confrontation à la pensée de l'autre, le fait de pouvoir accepter cette confrontation avec la déstabilisation que cela entraîne, et finalement d'arriver à mieux se connaître. Comme on le verra dans les enseignements qu'on peut tirer de ce dialogue du Laches, ça fait partie de cette fameuse phrase qui, dit-on, était sur un des temples de Delphes, « Connais-toi toi-même ». Et donc le dialogue, beaucoup plus que d'apprendre des choses sur un certain nombre de notions, même si elles sont essentielles, c'est aussi, et là on le voit bien dans les dialogues de jeunesse, de mieux se connaître. De mieux voir comment on réfléchit, comment on accepte le fait d'être confronté à des personnes qui ne partagent pas le même point de vue, comment on peut évoluer dans sa pensée et comment on peut faire preuve de rigueur dans sa pensée pour se rapprocher un tout petit peu plus de la vérité. C'est pour ça que les dialogues aporétiques ont cet avantage de laisser ouvert le questionnement, puisque Platon est évidemment convaincu qu'on ne sait jamais de manière définitive quoi que ce soit sur rien. Que tout est toujours à remettre en questionnement, à élargir son point de vue, à faire passer ses opinions, ses croyances par le tamis du questionnement pour arriver à plus de profondeur, pour arriver à plus de justesse, de justice ou de vérité, sans jamais la détenir, cette vérité. Donc, en fait, le thème abordé importe moins que l'attitude des interlocuteurs lors du dialogue. Et là, c'est flagrant aujourd'hui dans ce dialogue où ce qui va être très intéressant, parce que c'est un dialogue tout à fait charmant, c'est d'étudier la personnalité, les réactions de nos interlocuteurs, beaucoup plus que de se focaliser sur cette thématique du courage, qui n'est qu'un prétexte. Ce sera pareil pour les autres dialogues. Ce sont des prétextes pour apprendre à penser et pour apprendre à mieux se connaître et connaître les autres. Donc, voilà pour une petite introduction sur le Laches, mais aussi pour le Charmide et l'Alcibiade, qui ont à peu près les mêmes objectifs. Alors, je vais vous présenter un peu les protagonistes du dialogue, qui ne sont pas très nombreux. C'est l'intérêt aussi de ces dialogues de jeunesse. Ils sont simples, ils sont courts. Et donc, on peut vraiment bien décortiquer la structure même du dialogue. C'est ça qui est intéressant, évidemment, avec la République, avec les lois. Bon, on a affaire à des textes beaucoup plus denses, beaucoup plus touffus, avec plus d'interlocuteurs, plus de problématiques, et donc ça rend la structure un peu plus difficile, évidemment, et la méthode un peu plus difficile à déceler. L'avantage de ces dialogues de jeunesse, qui sont relativement peu étudiés, et peu connus par rapport aux autres, c'est justement de bien voir la méthode. Donc, ce que je vous propose, au moins ce matin, de voir quelle est cette méthode type du dialogue socratique, d'en voir un peu la colonne vertébrale. Donc ce dialogue est censé se dérouler pendant la guerre du Péloponnèse, guerre fort célèbre qui va voir s'affronter les deux grandes cités d'Athènes et de Sparte. Nous sommes donc approximativement en 424 avant Jésus-Christ. Nous avons deux personnages qui interviennent dès le départ, qui sont Lysimaque et Mélésias. Lysimaque et Mélésias.
Ces deux personnages sont des hommes d'âge mûr, qui sont des fils de deux grands personnages prestigieux d'Athènes. Donc, eux-mêmes ne sont pas très connus, mais leurs pères sont extrêmement connus, extrêmement célèbres, et ils ont chacun un fils, qui est encore enfant ou adolescent. Et ils sont très préoccupés par l'éducation à donner à ces deux fils. Donc les deux fils sont présents dans le dialogue, mais ils n'interviennent pratiquement pas. Mais c'est bien d'eux dont il s'agit. Quelle excellence, quelle éducation donner à ces deux enfants pour qu'ils puissent être dignes du nom qu'ils portent, qui est le même que celui de leurs grands-parents. Donc, Lysimaque, lui, est fils d'Aristide, et Aristide, surnommé le Juste, fut un très grand homme d'État. Je reviendrai tout à l'heure. Et Mélésias est fils de Thucydide. Alors, pas le Thucydide dont était amoureuse Jacqueline de Romilly, l'historien, non. Là, c'est aussi un homme d'État, un homme politique, qui a fait une grande carrière aussi, contemporain d'Aristide, et qui était aussi grand orateur. Donc, on a Aristide et Thucydide qui sont deux hommes extrêmement prestigieux et célèbres. Du fait de leur carrière publique, ils ne se sont pas forcément beaucoup occupés de l'éducation de leurs enfants, de leurs fils, donc Lysimaque et Mélésias. Ce qui fait qu'arrivés au moment d'éduquer leur propre fils, ils se posent la question de comment ne pas refaire la même erreur qu'ils ont subie avec leur propre père, et comment donner la meilleure éducation qui soit à leur fils, pour que leur fils soit fier et digne surtout de porter le nom de leur grand-père, puisqu'en fait, comme c'est souvent une coutume dans un certain nombre de familles athéniennes, le petit-fils porte le même nom que son grand-père. Donc, il s'appelle Aristide et Thucydide. Donc, ces deux personnages, Lysimaque et Mélésias, sont relativement obscurs, mais ils sont vraiment préoccupés par l'éducation à donner à leurs enfants. Lysimaque se présente comme un vieil ami du père de Socrate. Lui ne connaît pas Socrate, mais il a connu son père, le fameux Sophronisque, et donc, bon, il y a un lien par père interposé avec Socrate, mais ce qui montre que Lysimaque et Mélésias ne se préoccupent pas trop de philosophie, puisque Lysimaque avait entendu parler par son fils de Socrate, mais rien de plus. Bon, Mélésias, lui, il est complètement marginal dans le dialogue, on ne va pratiquement pas le voir. Et donc, cette préoccupation sur l'éducation va faire qu'ils vont convoquer ou faire venir deux illustres généraux d'Athènes, deux généraux qui se sont particulièrement illustrés, notamment pendant cette guerre du Péloponnèse. Ces deux généraux, c'est Lachès et Nicias, donc qui sont des militaires, qui sont des hommes d'armes et qui se sont vraiment bien comportés lors d'un certain nombre de conflits. Donc Lachès, qui donne le titre du dialogue, et Nicias. Et ils les font venir, ces deux généraux, pour leur demander conseil, puisqu'il s'agit de deux fils qu'il faut éduquer. Et donc, immédiatement, dans les bonnes familles d'Athènes, quand on pense à l'éducation d'un fils, on pense à la carrière militaire. Et donc, ils vont assister, c'est ainsi que le débat commence, à une séance d'entraînement aux armes, donnée par un maître d'armes,
en présence donc des deux enfants et des deux généraux. Donc on a, voilà, vous imaginez un gymnase avec une démonstration d'armes faite par un maître d'armes devant Lysimaque, Mélésias, leur fils, et les deux généraux, Lachès, Nicias, et comme par hasard, Socrate est là. Passer par là, et donc évidemment il va intervenir. Et donc les deux amis, Lysimaque et Mélésias, demandent aux généraux, Lachès et Nicias, ce qu'ils pensent de cet exercice, donc de cette démonstration, et quel est leur avis sur l'utilité d'un tel entraînement pour leurs enfants. Donc voilà, la question est très ciblée. Est-ce qu'il est intéressant pour leurs enfants de suivre ce type d'entraînement, donc de s'entraîner au combat, tout armé voilà. Donc, c'est ainsi que démarre le débat, le dialogue. Et Socrate, évidemment, encourage les deux généraux à répondre. Lui-même se dit incompétent sur le sujet, on verra pourquoi, et donc il va laisser la parole aux deux généraux pour qu'ils puissent donner leur avis et donc conseiller nos deux amis Lysimaque et Mélésias. Alors, pour revenir sur Nicias et Lachès, qui sont vraiment les deux personnages essentiel du dialogue, en plus de Socrate. Nicias est donc un célèbre général qui devient, après la mort de Périclès, la personnalité la plus en vue à Athènes, pour dire que c'est pas un petit général à qui on demande son avis, mais vraiment le successeur potentiel de Périclès. Et il est dépeint, et ça fait partie du charme du dialogue, c'est la peinture du caractère de ces deux personnages. Nicias est dépeint comme quelqu'un de très fin au niveau de la pensée, de très sage, de très modéré, et cultivé aussi. Donc c'est pas militaire simplement brillant dans son domaine, mais quelqu'un qui connaît Socrate et qui aime bien réfléchir, qui va très bien se prêter au jeu. Et Lachès, c'est un autre général, un peu moins illustre que Nicias, et doté d'un tempérament, on va dire, plus impulsif, plus sanguin, plus nerveux, mais qui est néanmoins très, très sympathique. Et un des traits qui est souligné par rapport à Lachès, qui est très important, c'est qu'il a combattu à un moment donné pour défendre Athènes, et il a dû battre en retraite aux côtés de Socrate. Vous savez que Socrate a été un guerrier aussi, citoyen d'Athènes. Il a combattu pour la cité, et Lachès a pu voir le courage et la vaillance de Socrate pendant cette retraite, pendant la bataille d'Élion. Et il va témoigner de cela à un moment donné dans le dialogue. Donc voilà, la question de départ, et qui va nous occuper toute la première partie du dialogue, c'est l'entraînement aux armes. Est-il bon pour la jeunesse ? Est-il utile pour la jeunesse, et notamment pour nos deux enfants ou adolescents ? L'entraînement aux armes, est-il bon, est-il utile pour la jeunesse ? Voilà, pour définir le questionnement du départ. Alors, Socrate renvoie la question à nos deux généraux en disant « Bon, puisque vous êtes des généraux brillantissimes d'Athènes, vous devez avoir votre avis, donc nous vous écoutons. » Et donc, Nicias va commencer et va répondre « oui ». La réponse est très claire, « oui, l'entraînement aux armes est bon et utile pour la jeunesse ». Et il va argumenter.
puisque ça c'est quand même la base des dialogues de Platon. Il ne suffit pas de dire oui, non, peut-être, mais une fois qu'on a donné son avis, il faut dire pourquoi, donner les raisons. Et donc, Nicias, lui, il est très convaincu, disons, il n'y a pas de doute pour lui, ça ne fait pas de doute que l'entraînement aux armes est utile pour les jeunes garçons. Et il va donner trois arguments, disons dans sa réponse, que d'abord il est toujours préférable de s'adonner à ce genre d'exercice plutôt qu'aux autres occupations stériles tant prisées par les adolescents. Là je reprends un peu l'expression. Donc bon, tant qu'à faire, vous voyez... autant qu'il s'occupe à ce genre d'exercice, ce sera toujours plus utile que d'aller boire ou d'aller discourir ou compter fleurettes. Outre que ce loisir convient parfaitement à un homme libre, il donne à celui qui le pratique le goût d'autres sciences connexes, comme la tactique, puis la stratégie. C'est-à-dire que peu à peu, le jeune va être sensibilisé à l'art militaire, en fait. Donc d'abord de savoir qu'est-ce que c'est que la tactique, puis, de manière un peu plus complexe, s'intéresser à la stratégie militaire. Et pour Nicias, évidemment, ce sont des domaines fort intéressants pour des jeunes garçons, en vue d'une carrière peut-être militaire. Enfin, il va de soi que les jeunes gens éduqués de la sorte montreront plus tard une bien plus grande vaillance au combat. C'est-à-dire que ça va exercer leur vaillance et leur courage. Le mot n'est pas encore prononcé, mais évidemment pour Nicias, donc il n'y a que du positif à proposer cet entraînement aux armes aux jeunes garçons. Ça va les rendre sensibles à des questions de tactique, stratégie, et ça va les rendre plus vaillants et plus courageux. Voilà la réponse de Nicias. La réponse de Lachaise, elle, est très différente. Vous voyez qu'il y a beaucoup de symétrie, en fait, dans ce dialogue, puisqu'on va avoir deux amis qui se posent des questions pour leurs deux enfants, pour leurs deux fils, on va avoir deux généraux qui vont répondre. Donc, on a vraiment une construction qui est assez symétrique. Et Lachaise, lui, est beaucoup plus mesuré, beaucoup plus réservé que Nicias sur le sujet. Alors, il commence à dire, certes, il est toujours plus souhaitable de connaître une science que de l'ignorer. Donc ça reste une réponse... oui, on dirait un petit peu la langue de bois, qui n'implique pas énormément. Mais la véritable question pour Lachaise, en l'occurrence, c'est est-ce qu'on a affaire à une véritable science ? Est-ce que l'entraînement aux armes peut être considéré comme une véritable science, et donc vraiment intéressante? Et là, la réponse est non. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir les arguments que va donner Lachaise. Il a deux arguments principaux. Il dit, si tous ces maîtres d'armes avaient une réelle utilité, si c'était vraiment, sans conteste, utile et intéressant, alors les Spartiates, les fameux Spartiates, qui sont des grands connaisseurs de la guerre, se seraient intéressés à cette science et à cet art depuis longtemps. Or, il n'en est rien. Donc, Lachaise va prendre un contre-exemple. Un contre-exemple pour dire, bon, tout le monde s'accorde à dire que les Spartiates sont des gens, des vaillants guerriers, des super combattants. Or, ils ne s'intéressent pas à cette science des armes. Ils ne préparent pas leurs jeunes, les jeunes Spartiates, à cet entraînement aux armes. Donc, ça prouverait que ça n'a pas d'utilité, puisqu'on peut être un très brave, vaillant guerrier,
sans passer par cet entraînement aux armes. Ça, c'est l'argument de Lachaise. Un deuxième argument qu'il va nous donner, c'est qu'il rapporte une histoire un peu burlesque où l'un de ses maîtres d'armes s'est retrouvé au cœur d'une bataille réelle et s'est ridiculisé par sa lâcheté. Donc, ces deux arguments, c'est de dire, bon, d'une part, les Spartiates ne connaissent pas cet art, donc on peut tout à fait s'en passer. Deuxièmement, j'ai l'exemple d'un maître d'armes qui a été particulièrement lâche, hein, donc manquant de vaillance, de courage, ce qui prouve que cet entraînement ne rend pas forcément courageux. Hein, donc c'est vraiment intéressant de voir le type d'argument, hein, parce que ce sont des arguments classiques d'un contre-exemple ou d'une exception. Hein, c'est-à-dire un maître d'armes qui s'est montré lâche. Bon, Lachaise fait une généralisation pour dire, vous voyez, si de toute façon on peut être lâche tout en étant maître d'armes, ça ne sert à rien. Alors, il faut, voilà, après dans une deuxième lecture, hein, il faut oublier toutes ces questions de maître d'armes, d'éducation, etc., pour voir les typologies d'arguments et pour comprendre déjà que Socrate ne va pas se contenter, hein, ne va pas se satisfaire de ce type d'argument. Alors, le problème déjà, c'est que nos deux amis, Lysimaque et Mélésia, sont extrêmement déroutés par le fait que deux référents aient des avis contradictoires. C'est comme aujourd'hui les experts, hein, on fait appel à des experts qui viennent nous expliquer plein de choses, mais on se rend compte que ces experts, ils ont des avis parfois diamétralement opposés, ce qui, encore aujourd'hui, hein, peut nous dérouter, nous dire, bon, mais alors, si des spécialistes, si des experts ont des avis aussi différents, que penser ? Donc ils sont déroutés, et donc, très naturellement, ils disent, bon, bah, Socrate, qu'est-ce que t'en penses ? Joue l'arbitre. Sors-nous de cette contradiction, de cette impasse, qui faut-il croire ? Et donc, c'est là où c'est aussi intéressant dans le dialogue, Socrate fait valoir que lui manque de connaissances à ce sujet, et donc qu'il n'a pas de jugement, qu'il ne sait pas quelle est la thèse qui doit l'emporter. Et il y a une petite allusion au fait que, de toute façon, il ne s'agit pas de décider à la majorité des suffrages, c'est-à-dire que même si la majorité des gens interrogés pourraient dire, voilà, il faut donner raison à l'un ou à l'autre, ce n'est absolument pas un critère pour Socrate et donc pour Platon qu'on soit dans le juste. Donc on voit déjà la grande réserve, hein, par rapport à la majorité, à ce que pense la majorité, puisque Platon pense qu'un peut avoir raison contre tous, que donc le critère de la majorité ou de la minorité n'est pas un critère valable. Et donc, Socrate dit, bon, il va falloir trouver un maître compétent, hein, qui est toujours la question lancinante dans ces dialogues. Il faut trouver un maître compétent qui puisse départager ou qui puisse donner des conseils. Il faut aller à la recherche d'un maître compétent qui puisse nous éclairer. Et il pose la question à Lachaise et à Nicias, les deux généraux, est-ce que vous connaissez un maître compétent en domaine qui pourrait vous départager ? Et ils disent non. Ils répondent que non. Qu'ils ne connaissent personne qui peut être consulté et à qui on peut demander conseil. Alors, Socrate va prendre la main. Mais bon, puisqu'on est de toute façon face à une impasse, puisqu'il n'y a personne à Athènes à qui on puisse aller poser la question, on va orienter un peu différemment le dialogue.
Et il va prendre la main et dit à Lysimaque et Mélésias, en fait, ce que vous cherchez, vous, c'est à bien éduquer vos fils, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça la question. Et donc, Socrate va poser la question, l'objet de l'éducation, quel est-il? N'est-il pas de mettre la vertu dans l'âme des jeunes gens? Donc là, on voit, il y a un saut que fait Socrate, disant, bon, on va abandonner cette histoire de maître d'armes, parce que, bon, là, de toute façon, on n'a personne de compétent pour trancher, donc on va poser la question de manière plus vaste, plus large, et on va s'intéresser à la finalité. Quelle finalité vous cherchez, Lysimaque et Mélésias? C'est une bonne éducation pour vos fils, ok. Quel est le but de l'éducation? Et c'est là où on voit évidemment la vision platonicienne, ou socratique, mais que l'on connaît que par Platon, c'est que pour lui, l'objet de l'éducation est de mettre de la vertu, c'est-à-dire d'éduquer par la vertu, d'intégrer, d'inclure la vertu dans l'âme des jeunes gens. Et donc, Socrate va réorienter le débat en posant la question de la vertu. Bon, si c'est bien ça la finalité de l'éducation, l'apprentissage de la vertu, eh bien, plutôt que de s'interroger sur les armes, on va s'interroger sur la vertu. Mais quand même, en restant quand même sur le point de départ par rapport à cet apprentissage des armes, on va s'interroger sur une part de la vertu, qui est le courage. Nous y voilà. Donc il a fallu après un bon tiers du dialogue pour nous amener à, finalement, on ne va pas trop s'intéresser à l'apprentissage des armes, mais on va s'interroger sur qu'est-ce que c'est que le courage, comme faisant partie de la vertu. Et donc, Socrate dit, bon, là, moi, voilà ce que je vous propose, et donc il renvoie aux deux généraux, de nouveau, Lachès et Nicias, comment vous définiriez le courage? Qu'est-ce que c'est que pour vous le courage? Et nous voilà donc dans la deuxième partie du dialogue, qui est sur le thème, justement, du courage. Donc, Lachès, toujours prêt à répondre, va se risquer à la question et va dire, bon ben voilà, moi je sais, ce que je propose, c'est de définir le courage par le fait de faire tête à l'ennemi dans la bataille. Donc il propose une réponse, c'est tenir tête à l'ennemi dans la bataille. Autant on peut dire, tiens, qu'est-ce que j'aurais répondu moi sur le courage? Bon, ce sont des généraux, donc évidemment, eux, ils sont tout le temps en train de guerroyer. La période est extrêmement propice à la guerre et donc pas du tout tranquille. Donc voilà, c'est tenir tête à l'ennemi dans la bataille. Et pour le bouillonnant Lachès, la réponse semble aller de soi. Il dit, voilà, le courage, c'est quand un homme est déterminé à faire tête à l'ennemi en gardant son rang sans prendre la fuite. Voilà comment il définit le courage. Alors, qu'est-ce que vous pensez que va dire Socrate? Socrate, dans ce dialogue, il est absolument charmant. Il dit les choses, mais il enveloppe. Il apprécie ses généraux, donc il fait preuve d'une très grande diplomatie. Si vous voulez voir le Socrate mordant, le véritable temps, c'est pas dans le Lachès qu'on va le trouver. Et avec beaucoup de diplomatie, parce qu'il connaît quand même son Lachès, il va lui montrer que cette définition est trop étroite. Et il va donner deux arguments pour ça à Lachès. Il va dire,
Rien que si on s'intéresse au domaine militaire, je peux te donner l'exemple de cavaliers scythes. Donc il va lui donner un exemple qu'il connaît bien, des cavaliers scythes qui sont réputés pour combattre l'ennemi en fuyant, puis en menant des contre-offensives. Mais la fuite, ça c'est l'argument de Socrate, fait partie d'une tactique, d'une stratégie, d'une tactique employée par les Scythes, et les Scythes qui sont des gens tout à fait courageux. Donc, le problème, dit-il à Lachaise, de ta réponse, c'est qu'elle est trop restrictive, puisqu'on peut faire preuve de courage aussi en fuyant. Et donc le courage, c'est pas forcément de tenir tête à l'ennemi pendant la bataille. Mais surtout, bon, ça encore, bon, ça pourrait passer, mais surtout, lui dit-il, tu donnes une définition vraiment trop restrictive du courage au domaine simplement militaire. Mais le courage renvoie à des situations bien plus vastes, des situations de la vie quotidienne que tu ignores dans ta définition, parce qu'on n'est pas tous les jours sur un champ de bataille. Et donc, hors du champ de bataille, un homme peut aussi montrer du courage. Or, c'est quelque chose à laquelle tu ne réponds pas, puisque tu te situes strictement dans le plan du champ de bataille. Donc, quid, qu'est-ce que tu dirais du courage contre la maladie, contre la pauvreté, contre les périls de la politique, ou même contre les plaisirs et les passions, puisque ce sont autant de domaines dans lesquels on peut faire preuve de courage, et tu n'en parles pas dans ta réponse. Donc, vous voyez, ça c'est intéressant aussi, si on décortique un peu le type d'argument. Là encore, un contre-exemple avec les Scythes. C'est-à-dire que les Scythes sont courageux et il leur arrive de fuir dans la bataille. Et puis, le fait de montrer que la réponse est vraiment trop particulière, trop réduite à un seul champ, et donc qu'elle n'a pas cette qualité d'englober le maximum de situations possibles de la vie quotidienne. Or, la problématique du courage n'est pas simplement pour les guerriers. Donc, vous voyez, c'est là où on commence à avoir le champ beaucoup plus large de la problématique, et pas simplement pour des enfants qui se préparent peut-être à une carrière militaire, mais de tout un chacun qui doit faire preuve de courage dans sa vie et de maîtrise et par rapport à ses passions, plein de choses. Alors, Lachaise reste quoi ? Il n'est pas vexé, en tout cas pas pour l'instant. Il dit bon bah ok, d'accord. Et il dit bon bah Nicias, qu'est-ce que t'en penses ? Et Nicias pour l'instant répond rien, réfléchit. Et donc Lachaise se risque à une deuxième définition. Il dit bon d'accord, j'ai compris où tu veux en venir, Socrate. J'ai compris qu'il fallait une réponse plus générale, qui ne puisse pas être prise en flagrant délit de restriction. Donc, je vais m'essayer à une nouvelle définition de portée plus générale. Et il dit, s'il faut en déterminer la nature dans tous les cas, il me semble que c'est une sorte de fermeté d'âme. Donc, il a bien compris Lachaise, il a bien compris l'argument de Socrate, et il sort du champ militaire pour dire d'accord, j'ai compris, il me faut une réponse plus générale, donc je définis le courage par une sorte de fermeté d'âme. Joli, fermeté d'âme. Exact.
Mais ça ne satisfait pas complètement Socrate. C'est là où on rentre dans des arguments un petit peu plus complexes. Il dit, cette fermeté d'âme est sans doute une très belle chose. Hein, vous connaissez le système. Bon, poser la question comme ça, on peut répondre que, ben oui, fermeté d'âme, c'est une belle chose. Et la chaise dit même, renchérit, dit oui, c'est même une des plus belles choses qui soit. Or, répond Socrate, la fermeté d'âme, cette fermeté d'âme par laquelle tu définis le courage, peut naître tout aussi bien de l'intelligence que de l'ignorance ou de la folie. C'est-à-dire, on peut faire preuve de fermeté d'âme en étant intelligent, en étant connaissant, c'est que ça veut dire intelligent, connaissant, mais aussi bien en étant ignorant, voire fou. Et dans ce cas, dit Socrate, cette fermeté d'âme serait alors une chose fort laide. Et alors là, il faut comprendre tous les, disons, les prérequis, hein, on dirait aujourd'hui, les présupposés de la mentalité grecque, en tout cas de la mentalité platonicienne, qui associe l'intelligence, donc le fait de connaître, à ce qui est beau et bon. Et à contrario, d'associer l'ignorance à ce qui est ni beau ni bon. Il y a une théorie qu'on verra certainement à un moment donné chez les Grecs de ce qui est beau est aussi bon. Bon. Le beau est bon. Et c'est l'idéal grec en fait, hein, de tendre vers le beau et le bon. Donc ne pas rechercher la beauté simplement esthétique ou extérieure, mais la beauté intérieure qu'ils vont appeler le bon, la bonté. Donc être beau et bon. Donc une fermeté d'âme qui s'exprime dans l'ignorance ne peut pas être belle, ni bonne. Alors, le courage, puisqu'il est beau, dit-il, ne peut s'entendre que dans les cas où la fermeté d'âme est intelligente. Donc Socrate lui dit, je suis d'accord avec toi, si nous sommes dans le cas d'une fermeté d'âme intelligente, c'est-à-dire qui connaît, et dans ce cas-là, cette fermeté d'âme est effectivement belle et bonne. Mais, et là il va citer là encore des contre-exemples, mais de manière beaucoup plus générale, il dit, on ne peut nier quand même que parfois un homme s'attelant à une tâche dont il ignore tout est plus courageux que celui qui y excelle déjà. Donc, qu'est-ce qu'on fait du courage de l'ignorant, de la fermeté d'âme de l'ignorant? Et il va donner l'exemple d'un combat équestre, par exemple, où l'un des cavaliers est expérimenté, l'autre monte pour la première fois sur un cheval, et qui est le plus courageux? En fait, celui qui monte pour la première fois. Et pas celui qui s'est exercé depuis déjà 30 ans à monter sur un cheval. Alors, voilà. Oui, mais n'est-il pas courageux? Donc, question, le courage prend-il sa source dans l'intelligence, dans la connaissance, ou dans l'ignorance? Et là, Socrate renvoie à la chaise le fait que nous sommes face à une contradiction. Puisqu'avec la définition donnée par la chaise, de simplement fermeté d'âme, on peut être dans une fermeté d'âme intelligente ou ignorante, et donc il y a une contradiction puisque le courage, la fermeté d'âme étant une vertu, elle ne peut être que belle et pas ignorante. Voilà le problème auquel nous avons à faire face. Donc,
Socrate a placé la chaise devant sa propre contradiction. Ce qui est très intéressant au niveau méthodologique, c'est que ce n'est pas Socrate qui apporte la contradiction, qui amène, disons, à cette impasse ou à cette problématique. C'est que c'est dans la réponse même de la chaise que, si on la pousse un peu, est la contradiction. Et ça, c'est la technique, c'est même plus qu'une technique, mais disons la discipline essentielle dans le dialogue, c'est de renvoyer à chacun ses propres contradictions, de faire comprendre qu'à 5 minutes ou à 2 minutes d'intervalle, on a dit une chose et son contraire. Et c'est ça qui est fabuleux, qui est intéressant, si on l'accepte. Là, on a 2 généraux qui jouent vraiment le jeu, parce que ils n'ont pas grand-chose à prouver, il n'y a pas d'auditoire, il n'y a pas de public, hein, ils sont en petit comité, donc ils acceptent les remarques de Socrate, et, enfin, surtout là, surtout Nicias, la chaise un petit peu moins, il dit bon, j'abandonne. Et c'est là où il va donner la parole à Nicias en disant bon, Nicias, montre-toi plus malin que moi, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Mais disons qu'on est face à un dialogue qui est relativement serein, parce que les interlocuteurs acceptent cette déstabilisation énorme, à laquelle on est peu habitué, de se rendre compte qu'en fait, on ne sait pas. On dit une chose, 2 minutes après, on dit le contraire, de manière tout aussi, tout aussi affirmée, et on nous dit mais il n'y a pas, non, ou oui mais c'est normal, ou Socrate, tu m'embêtes, et on s'en va. Parce que c'est comme ça, il a pris des coups quand même, Socrate. Donc là, la chaise abandonne. Je dis ok, je comprends, oui, je perds pied, parce qu'en fait là on voit un cas intéressant où la chaise perd pied au niveau de la pensée, et à partir de là son attitude va un petit peu changer, va être plus agressive, plus ironique vis-à-vis de son camarade Nicias, disant bon moi j'ai pas réussi, mais toi tu vas pas réussir non plus, parce que là quand même il faut pas exagérer. Alors donc la parole est à Nicias, dire bon alors puisque là nous ne sommes pas arrivés à avoir donné une réponse satisfaisante sur le courage, qu'est-ce que t'en penses toi? Et donc Nicias, qui a eu le temps de réfléchir, va donner une réponse qu'il dit tenir de Socrate lui-même. Alors ça c'est assez malin, dire bon c'est toi-même un jour qui m'avait dit que. Donc là, il pense être dans les petits papiers. Vous voyez, tous généraux qui sont, ils sont quand même de grands enfants. Et donc, Socrate, lors d'une présente conversation, tu m'avais dit que, voilà, le courage, et donc je reprends tes propres termes, c'est la science des choses qu'il faut craindre et des choses qu'il faut oser. Alors là, on a une nouvelle tentative de définition, enfin d'approche. Nicias, vous voyez, ça semble très beau. C'est la science des choses qu'il faut craindre et des choses qu'il faut oser. C'est assez sympathique comme définition. C'est-à-dire là, on est dans l'intelligence, la connaissance, ce qu'il faut craindre et ce qu'il faut oser. Et Nicias développe un peu en disant c'est cette connaissance qui distingue les hommes réellement courageux des hommes téméraires. Nous y voilà. La différence entre le courage et la témérité, c'est que le téméraire est ignorant. Et il va citer l'exemple d'enfants ou d'animaux qui méprisent le danger,
donc qui aurait cette fermeté d'âme dont parlait Lachaise tout à l'heure, mais par ignorance du danger. Et il dit, moi, les animaux, je ne les considère pas courageux. Je fais la distinction entre le véritable courage, qui est basé sur la connaissance de ce qu'il faut craindre, de ce qu'il faut oser, donc de ce qui est dangereux, du risque, de, oui, la témérité, qui est une sorte d'ignorance, ils ne disent pas inconscience, mais ignorance. On ne connaît pas le danger, donc on y va. Et là, la chaise explose. Et il a peine à cacher son mépris pour une réponse qui identifie le courage à une science, puisque Nicias définit le courage par la science, c'est-à-dire la connaissance, la science. Et pour Lachaise, c'est absurde, c'est idiot. Vous voyez, c'est là où on commence à rentrer, il était assez calme jusqu'à maintenant, mais dans une sorte d'enjeu pour savoir quand même qui a raison, qui va l'emporter, quoi. Et là-dessus, Lachaise est assez bouillonnant. Il dit c'est ridicule de définir le courage par une science, parce que dans ce cas, et il va renvoyer la question, que peut-on dire des médecins, des agriculteurs, des artisans, qui tous connaissent les risques de leur métier? On ne peut pas dire de tous ces gens que ce sont des gens courageux. Donc il va renvoyer à Nicias l'argument, dire bon, tous ces gens de science, tous ces gens de connaissance, les médecins, les agriculteurs, les artisans, est-ce qu'on peut dire que tous sont courageux parce qu'ils ont une science? Vous voyez, il va répondre sur le terme de science. Et ça c'est très très intéressant. Il va prendre un mot. Oui. C'est un glissement, disons, une réduction, prend un mot, science, et il va l'attaquer, c'est ça, en disant, alors, tu vas dire que tous les hommes de science sont courageux. Et il faudrait aussi y inclure les devins, qui voient à l'avance les mauvais présages. Donc, là, il l'entraîne dans cet argument. C'est idiot, parce que ça voudrait dire que tous les hommes de connaissance ou de science sont courageux, ce qui n'est pas vrai. Il a oublié, semble-t-il, toute la deuxième partie de la définition, la science de ce qu'il faut craindre et de ce qu'il faut oser. Mais, et c'est là où c'est très intéressant aussi, Nicias rentre dans le piège. Il se fait piéger par Lachaise, puisqu'il va lui répondre. Et c'est là où on commence un peu du tac au tac, disant ah tu m'attaques là-dessus, je réponds là-dessus, en oubliant, parce que ça commence à être un petit peu chaud, un petit peu émotionnel, pour savoir quand même qui a raison, qui va l'emporter dans ce débat. Et donc Nicias répond non, les médecins n'ont pas entièrement cette science des choses à craindre ou à oser, car ils se refusent par exemple à décider si la mort ne vaut parfois pas mieux pour certains patients plutôt que leur rétablissement. Il va répondre sur les devins. Enfin, là on se rend compte que Nicias s'enferre à vouloir répondre à Lachaise, à l'argument de Lachaise, qui est un mauvais argument, et donc là le dialogue se commence à s'enferrer, et c'est là où Socrate réintervient pour relancer le débat, mais où on voit déjà qu'il n'y aura pas de conclusion. Et donc, Socrate va relancer le débat sur la notion de science. Et là, c'est des arguments, disons, un petit peu, qui semblent un petit peu fragiles.
un petit peu faible sur le fait qu'une science doit être globale, donc s'intéresser au passé, au présent, au futur, alors que les devins, puisqu'il rebondit sur cette histoire de devins, ne s'intéressent qu'au futur. Enfin, il y a tout un questionnement sur lequel je vais passer assez vite, sur qu'est-ce qui est à craindre, c'est les éléments du futur, puisque sur le passé et le présent, il n'y a rien à craindre. Ce qu'on peut craindre, c'est sur le futur. Or, si on doit définir la vertu ou le courage, c'est de manière générale. C'est pour ça que, finalement, Socrate, puisque Nicias ne répond plus grand-chose à Socrate, à un moment donné, conclut que, on n'est pas arrivé à savoir ce qu'était le courage, puisque si le courage est une science, elle doit être générale, et la science des choses à craindre ou à oser ne s'applique qu'au futur. Donc là, on a une contradiction qui est mise en évidence par Socrate entre une réponse qui ne s'intéresse qu'à une partie de la vertu et du courage. Et donc, même si on pouvait être relativement convaincu par la réponse de Nicias, Socrate apporte un certain nombre d'objections et finalement il en tire la conclusion que sa méthode a échoué et qu'il faut revenir à la proposition initiale, qu'il va falloir trouver quelqu'un de compétent, aller de nouveau à la recherche d'un maître compétent pour enseigner la véritable nature du courage, que pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. Puisqu'aucune des essais de définition ou d'approche n'est satisfaisante, donc il faut continuer à chercher. Et donc c'est ça qu'on appelle une aporie. Il y a une question posée et le lecteur est là face à des éléments de réponse, et c'est ça qui est très important, mais pas à une définition claire et précise comme on pourrait la souhaiter, comme la définition du dictionnaire, où on peut se raccrocher à quelque chose d'à peu près sûr. Donc aporie, impasse, on ne sait toujours pas ce qu'est le courage. Alors, voilà pour le contenu lui-même du dialogue. Vous voyez, c'est assez simple, il n'y a pas 10 000 arguments, comme dans certains dialogues qu'on avait vus qui étaient plus complexes. Et c'est ça l'intérêt, justement, d'avoir un dialogue assez simple pour pouvoir bien comprendre quel est l'enjeu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? La pause. On va prendre un café. Là, on commence à rentrer dans un sujet un peu plus fin. Si on se pose la question d'un onguent pour les yeux, est-ce qu'on s'interroge sur l'onguent ou sur les yeux, à votre avis? Suivant le laboratoire qui a fait l'onguent. Alors, Nicias y répond bien, il dit, c'est sur les yeux. De même, quand on se demande s'il faut ou non mettre un mort à un cheval, et à quel moment, n'est-ce pas le cheval qui est en question et non le mort? Alors Nicias, il répond, c'est vrai. Bon. En un mot, et voilà le point, en un mot, toutes les fois qu'on délibère sur une chose en vue d'une autre, c'est sur la chose en vue de laquelle se fait l'examen que porte la délibération, et non sur celle qu'on examine en vue d'une autre. C'est-à-dire, pour reprendre notre exemple, est-ce qu'il faut examiner simplement l'apprentissage des armes en tant que tel, ou le voir simplement comme un outil, comme un moyen d'un but plus vaste qui est l'éducation? C'est pour ça que Socrate réoriente le sujet sur l'éducation. Et donc sur la vertu, puisque pour lui ça va de pair. Et on sort de la problématique particulière de l'apprentissage des arts pour se poser la question plus générale et autrement plus vaste que l'éducation. Donc c'est intéressant de voir comment poser les questions.
Aujourd'hui, est-ce qu'il s'agit simplement de dire qu'il faut faire du sport, plus de maths, moins de maths, ça? Non, mais en vue de quoi? Se poser la question de la finalité. Et que ce qui est à discuter, c'est ce en vue de quoi on fait les choses, et pas des choses en elles-mêmes. Et après, qui fait les choses? Mais là déjà, s'il s'agit d'un débat, il faut élargir, on va dire. Dans la chaîne, il pose la question de qui enseigne. Oui, aussi, oui. Il fait référence au guerrier par rapport à l'acte du courage, c'est que dans l'esprit grec, la pratique et la pensée va de pair. Voilà. C'est-à-dire qu'un maître... Je viens après. Oui, tout à fait. C'est pas, évidemment, c'est pas innocent si ces deux généraux qui sont convoqués, et si un des deux, Lachès, dit « Moi, j'ai confiance en Socrate parce que je l'ai vu au combat ». Et c'est ça, effectivement, que les paroles et les actes doivent aller de concert. C'est l'exemplarité, c'est la légitimité. Et jamais Lachès n'aurait fait autant confiance à Socrate, surtout qu'il est quand même bouillonnant, le garçon, s'il n'avait pas vu Socrate à ses côtés. Et s'il avait eu la preuve qu'il était courageux, donc il était légitime. Ça, c'est très très important, effectivement. Mais là, j'étais sur le thème du questionnement. Comment choisir un bon thème de questionnement? Toujours en vue de quoi? C'est pour ça qu'il réoriente. C'est pas une fantaisie de Socrate de dire, bon, allez, on va faire une régression et on va changer de sujet. Non, c'est de toujours étudier ce pourquoi on discute. Voilà. Donc il faut toujours examiner, prendre soin de la chose en vue de laquelle nous faisons notre recherche. Et dans le cas présent, disons-nous, nous examinons une science en vue de l'âme des jeunes gens, n'est-ce pas? Il faut donc rechercher lequel de nous est compétent pour traiter l'âme, est capable de la bien soigner et a eu pour cela de bons maîtres. Voilà les critères. Lequel de nous est compétent pour traiter l'âme, et pas simplement être un bon maître d'armes, mais traiter l'âme, est capable de la bien soigner et a eu pour cela de bons maîtres. Bon, voilà. Donc ça, je trouve intéressant par rapport au sujet. Toujours se demander dans les dialogues pourquoi on se pose la question de la vertu, du courage, ou de la justice, ou de la beauté. Vous verrez que ce sont toujours des questionnements sur des grands principes. Et que le piège dans lequel, en général, on tombe, c'est qu'on prend le sujet par le petit bout de la lorgnette, comme on avait vu avec l'Hippias, qui est un sujet, qui est un dialogue sur le beau, et où les interlocuteurs commencent à dire « Ah, mais moi je sais ce que le beau, parce que j'ai une belle femme, parce que j'ai une belle marmite, parce que j'ai un beau cheval, parce que j'ai des beaux objets. » Et Socrate dit « Mais c'est pas ça que je te demande. C'est pas de m'énumérer tout ce que tu connais de beau. C'est de te demander ce qu'est le beau. » Et c'est là où, en général, Socrate coince ses interlocuteurs parce qu'on ne comprend pas ce qu'il demande, ou on ne veut pas forcément faire l'effort d'aller à ce niveau-là. Alors, donc ça c'est le deuxième élément qui me semble intéressant, bien choisir le thème du questionnement. Alors, ça ne veut pas dire, la preuve, qu'on va avoir une réponse, mais au moins on se sera interrogé sur des sujets qui concernent tout le monde, et pas simplement le jeune homme qui se prépare à une carrière militaire. Autre élément sur lequel je crois c'est intéressant de se pencher, c'est la recherche d'une définition. On dit souvent, Socrate demande une définition. En fait, il ne faut pas faire de contresens sur ce terme de définition. Socrate emploie lui-même peu le terme de définition. Il pose plutôt la question « qu'est-ce que ?» Et c'est l'intérêt justement des dialogues aporétiques, de nous montrer qu'il s'agit pas tant de chercher une définition comme une définition d'un dictionnaire, avec des concepts, avec un concept qu'on définit par d'autres concepts, sur lequel de toute façon on ne sait pas plus de choses que sur le concept qu'on essaie de définir.
C'est pour ça que dans un dictionnaire, en général, on va chercher une définition, puis comme on ne connaît pas forcément les mots par lesquels c'est défini, on va chercher les autres mots, et à la fin, on n'est pas plus éclairé que ça, parce que c'est des définitions conceptuelles, mais qui sont un peu figées. Ça ne veut pas dire que ceux qui les ont fait n'ont pas réfléchi, mais à la fin, la définition elle est un peu conceptuelle, un peu sèche. C'est pas ça que cherche Socrate. C'est pour ça que le fait de ne pas arriver à une définition précise est formidable, parce que on a approché la notion par plein de points de vue, et ça nous a fait réfléchir. Même si on n'a pas une définition en une ligne ou deux lignes avec lesquelles on peut repartir. Donc, ce n'est pas une définition logique ou disons, trop abstraite qui est demandée, mais beaucoup plus de faire surgir des interrogations. Et là, on se rend compte que, bon, on n'a pas forcément une définition du courage, mais on a appris des choses sur le courage. Et qu'est-ce qui vaut mieux ? Partir avec une ligne de définition du courage bien fermée, ou avoir appris des choses et avoir appris à penser sur les contre-exemples, sur les exceptions, sur le particulier, sur le général, sur plein de choses. Et aussi sur soi. Je veux dire, tiens, à un moment, comme dit Lachaise, je perds pied, j'arrive plus à dire ce que je veux dire. Voilà. Donc, ce ne sont pas des définitions qu'on cherche, c'est beaucoup plus vaste que ça. Qu'est-ce que Je ne sais pas, donne-moi une définition. Même si c'est traduit parfois comme ça, c'est pas donner une définition. Et on le voit bien, même si Socrate réfute un certain nombre d'approches, c'est pas les exclure. Elles sont toutes valables d'un certain point de vue. Donc nous repartons avec le fait de rester sur le champ de bataille, la fermeté d'âme, la science de ce qui est à craindre et à oser. Tout ça va nourrir notre réflexion pour arriver à une expression toujours à remettre en cause. C'est ça qui est intéressant, me semble, dans l'aporie, c'est que rien n'est définitif. Jamais quelqu'un n'a la vérité sur quoi que ce soit. C'est toujours à re-questionner, toujours à remettre sur le dos. C'est pour ça que Socrate dit la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est pas ni de l'orgueil, ni de l'humilité ou de la fausse humilité. C'est de dire je repars à chaque instant là où je suis arrivé. Donc, si on note tel jour, tiens, je suis arrivé à tel... le lendemain, on reprend la chose et on continue. Mais ce qu'on voit dans les dialogues, c'est que ça demande d'accepter de perdre pied et de sentir à un moment donné qu'on n'a plus rien sous les pieds. C'est-à-dire les seules choses à laquelle on pouvait se raccrocher ou qu'on pensait savoir. Bon, c'est démoli en 2 minutes, donc à quoi on va pouvoir se raccrocher ? Et c'est là où c'est intéressant. Et c'est là ce que montre un dialogue aporétique, et ce que montre moins un dialogue où on a une réponse. On dit, bon, ben voilà, Platon a pensé pour moi, ou ils ont pensé pour moi, très bien, j'adhère ou j'adhère pas, mais c'est clos. Là, non, c'est toujours ouvert. Toujours ouvert. Alors, ça m'amène à l'autre point, je trouve essentiel de ces dialogues de jeunesse, c'est que le vrai sujet, quel est le vrai sujet ? C'est ni les armes, ni le courage, ni la vertu. C'est les gens. C'est les gens. Et, entre autres, Lachaise et Nicias, en fait. C'est le dialogue avec Socrate interposé qui sont ces interlocuteurs qui sont intéressants. Et ils sont très, très riches. C'est ce qui fait le charme de ce dialogue, c'est qu'ils sont dépeints avec beaucoup de précision, et ils sont très sympathiques tous les deux. Alors, je vais vous lire ce que dit Nicias sur Socrate, et qui, je trouve, définit bien le sujet du dialogue. Nicias connaît bien Socrate,
Lui, il ne l'a pas vu à la guerre, mais il le connaît, disons, justement par ses dialogues. Et Nicias fait à un moment un très bel éloge de Socrate. Il dit « C'est que tu me parais ignorer, il s'adresse à Lysimaque, que tout homme qui est en contact avec Socrate, par la conversation comme par la parenté, et s'approche de lui pour causer, quel que soit d'ailleurs le sujet qu'il ait mis sur le tapis, se voit infailliblement amené par le tour que prend la conversation à lui faire des confidences sur lui-même, sur son genre de vie actuel et sur sa vie passée. Et une fois qu'il en est arrivé là, il peut être sûr que Socrate ne le lâchera pas, qu'il n'ait bien et dûment passé au crible tout ce qu'il lui aura dit. Donc Socrate est quelqu'un qui ne lâche pas. C'est l'histoire du temps. Pour moi, donc c'est Nicias qui parle, je suis habituée à ses façons et je vois qu'avec lui, il faut absolument en passer par là. Et je n'en serai pas quitte, moi non plus, j'en suis sûre. C'est intéressant, parce que là, on voit un autre aspect du courage. Le général qui a des hauts faits d'armes, qui a défendu Athènes, qui est brillantissime, qui accepte... Et pas très à l'aise du tout. Parce qu'en fait, Nicias aussi est mis au tapis à la fin. Il dit, bon, t'as pas trouvé la définition. Pour un général, savoir ce qu'est le courage, c'est gênant, non? C'est un peu gênant. Un général qui dit, bon, finalement, je sais pas. C'est ennuyeux. Bon, là, on est en petit comité. Mais s'il y a des fuites, et s'il y a des hoplites qui apprennent que le général... il ne sait pas ce que c'est que le courage, vous imaginez? Donc, bon. Donc, j'en ne serai pas quitte, moi non plus, j'en suis sûre. J'aime, en effet, à m'approcher de lui, Lysimaque. Et je ne trouve pas du tout mauvais qu'on appelle notre attention sur le mal que nous avons pu faire ou que nous faisons encore. Le mal par l'ignorance. C'est pas le mal qu'on fait volontairement, mais par ignorance. J'estime au contraire qu'on devient forcément plus prévoyant pour l'avenir si l'on ne se dérobe pas à cette épreuve et si l'on veut, et juge utile, suivant le mot de Solon, d'apprendre tant qu'on est en vie, au lieu de croire que la raison vient d'elle-même avec l'âge. Oh. Et oui, parce que rien n'est automatique dans l'acquisition de la sagesse. Et c'est dommage, mais... donc, apprendre tant qu'on est en vie, au lieu de croire que la raison vient d'elle-même avec l'âge. En tout cas, ce n'est pour moi ni une nouveauté, ni un désagrément d'être mise à l'épreuve par Socrate. Et je savais presque d'avance que lui, présent, ce ne serait pas sur les jeunes gens que porterait la discussion, mais sur nous-mêmes. Voilà. Alors ça... c'est dans ce dialogue, c'est vraiment clair. Il n'y a pas plus clair que le but du dialogue n'est pas le sujet dont on parle, mais les interlocuteurs eux-mêmes. Et Nicias, il y va en toute connaissance de cause. On pourrait dire, certains, je ne savais pas, on n'avait pas dit, mais là, lui, il sait, et il y va. Je le répète donc, je ne vois pour ma part aucun inconvénient à ce que Socrate conduise notre entretien comme il lui plaira. Et là, il renvoie à la chaise. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle l'éloge, disons, de Socrate par Nicias. Et la chaise, lui, va avoir une autre réponse. Et il va rendre aussi hommage à Socrate, mais sur le sujet de la convergence des paroles et des actes. Donc c'est un autre type d'argument, puisque là c'est évidemment essentiel par rapport au maître. Alors, donc, qu'en penses-tu, toi, Lachaise? Alors, Lachaise dit « Mon opinion sur ces sortes d'entretiens, Nicias, est simple, ou plutôt non, elle est double. On pourrait en effet croire que j'en suis partisan, mais aussi l'ennemi, c'est-à-dire des grands discours. Quand j'entends discourir sur la vertu ou sur quelque science, un homme qui est vraiment homme et digne des discours qu'il tient, j'en éprouve un plaisir extraordinaire, en voyant comme l'orateur et ses discours se conviennent et s'harmonisent entre eux.
Un tel homme me paraît être un musicien consommé qui crée la plus belle harmonie, non sur une lyre ou tout autre instrument de divertissement, mais en mettant réellement sa vie en accord avec ses paroles. Non sur le mode ionien, ni sur le mode phrygien, ni sur le mode lydien, mais à coup sûr le mode dorien, le seul qui soit grec. Bon, là, on sent le général qui est quand même assez fier d'être grec et d'avoir ces valeurs de cohérence, disons. Cet homme-là n'a qu'à parler pour me mettre en joie, et j'ai aussitôt l'air d'être ami des discours, tant je goûte vivement ses paroles. Mais le discoureur opposé à celui-là m'agace, d'autant plus qu'il semble parler mieux, et alors j'ai l'air de quelqu'un qui déteste les discours. Pour Socrate, je ne connais pas ses discours, mais j'ai déjà, comme je vous l'ai déjà dit, éprouvé sa valeur par ses actions. Et là, je l'ai trouvé digne de tenir de beaux discours avec une sincérité entière. Si donc il possède aussi ce don, je n'ai rien à lui refuser. Je me soumettrai volontiers à son examen, je ne serai pas fâchée de m'instruire. En cela, moi aussi, je suis le précepte de Solon. En le modifiant sur un point, je veux bien apprendre une foule de choses dans ma vieillesse, mais de la bouche d'un honnête homme seulement. Il faut qu'on m'accorde ce point, l'honnêteté du maître, afin que je n'ai pas l'air d'un esprit obtus, si je l'entends sans plaisir. Vous voyez qu'il a aussi quand même ce souci de l'image, la chaise qui va donner, parce que au niveau, disons, de la finesse de pensée, il tient moins le choc que Nicias. Et donc, le fait de perdre pied au niveau intellectuel l'embête un petit peu. C'est pour ça qu'aussi il va sur ce terrain de la cohérence des paroles et des actes. C'est toujours, il y a toujours le non-dit derrière ce qui est dit. Je t'invite donc, Socrate, à m'enseigner et à m'examiner. De ton côté, tu apprendras ce que je sais. Bon, voilà. Donc, parle sans. Donc, vous voyez, c'est pour mettre en évidence comment ces deux généraux acceptent la remise en cause de Socrate, mais avec des nuances, pour des raisons un petit peu différentes. Autre chose aussi, et peut-être je terminerai là-dessus, c'est la difficulté d'exprimer ce que l'on pense avec des mots. Et là, il y a une réaction de Lachaise qui est vraiment intéressante. À un moment donné, Lachaise s'emporte. Nicias, lui, il est beaucoup plus calme, beaucoup plus modéré, mais Lachaise, à un moment, il s'emporte contre lui-même. Il s'emporte contre son impuissance à exprimer sa pensée par des mots. Il dit « Il me semble concevoir ce qu'est le courage, ce qu'est la vertu, mais je ne sais comment, tout à coup, elle m'a échappé, au point de ne pouvoir l'embrasser dans mon discours et dire ce qu'elle est. » Voilà. Alors ça, c'est un autre aspect des difficultés de ce type de dialogue, c'est d'arriver à pas simplement capter l'idée ou avoir l'impression, la sensation de ce qu'on sait, mais d'arriver à le traduire en mots. Et c'est vrai que la problématique de Lachaise est intéressante. Il sent, c'est pas qu'il sait rien sur le sujet, il sent qu'il sait. Mais les mots, ils viennent pas. Et c'est ça qui le rend fou, Lachaise. Et donc il se met en colère contre Nicias en disant « Toi, tu vas trouver les mots. » Mais en fait, c'est contre lui-même qu'il est en colère. Il dit « Bon sang, cette impuissance. » Et c'est ça souvent qui est effectivement intéressant dans les dialogues, cette colère face au fait de plusieurs choses, mais soit de perdre pied, comme le fait Lachaise à un moment donné, parce qu'il ne sait plus de quoi on parle, il est un peu perdu, soit de ne pas accepter
cette contrainte des mots. Parce que pour l'instant, on communique par des mots. Et trouver le mot, pas forcément le mot juste, mais le moins mauvais, pour essayer de traduire ce que l'on ressent ou ce que l'on a capté. Parce qu'il y a plusieurs choses, on peut ressentir, mais on peut aussi capter des idées. Bon, ça va être toute la théorie de Platon, la théorie des idées. Voilà, on capte le beau, le bon, le juste, le vrai, ces fameuses archétypes, mais ensuite les traduire en mots. On peut les traduire aussi en objets, c'est parfois plus facile, mais les mots. Et donc, le problème mis en évidence par ce dialogue, c'est que c'est pas que les interlocuteurs ou que nous-mêmes, nous ne savons pas ce qu'est le courage, ou que nous n'avons pas une idée, mais que nous ne pouvons embrasser, comme dit Lachaise, saisir ensemble avec des mots un concept aussi complexe et qui puisse, disons, s'appliquer à un grand nombre de situations. Donc de trouver le mot ni trop réducteur, ni trop général, qui englobe la complexité de la chose, et c'est pour ça que c'est parfois des mots images, des mots évocateurs, plus que des mots logiques. La fermeté d'âme, c'est un concept, mais c'est aussi, ça évoque quelque chose. Hein. Quand on dit fermeté d'âme, on voit des choses. Ça fait partie des mots évocateurs qui aident, disons, à ne pas emprisonner la pensée. Donc vous avez des mots qui emprisonnent et vous avez des mots qui libèrent, qui ouvrent, qui peuvent englober une complexité, des nuances. C'est là-dessus aussi que les dialogues de Platon travaillent. Science de ce qui est à craindre, oser. Qu'est-ce que ça veut dire, craindre, oser? Est-ce que c'est des mots qui enferment ou des mots qui ouvrent? Et si on emploie des mots qui enferment, ça peut susciter des réactions qui enferment de plus en plus. C'est pour ça qu'il y a un phénomène parfois d'entonnoir dans les dialogues où, à force de réduire, à la fin, on ne sait plus de quoi on parle. Et on est obligé de dire, bon, on arrête, on va boire de l'eau, prendre une douche froide, et demain, après-demain, 3 jours, une semaine, 1 mois, 10 ans après, on reprend. Et on repart en ouverture. Entre-temps, non, on ne rumine pas, on apprend, on réfléchit. Donc, voilà. Donc, ce que montre aussi le Lachaise, mais c'est très subtil, c'est dit, mais sans être dit tout en l'étant, c'est que les idées précèdent les mots pour le dire. Enfin, heureusement, je ne sais pas. Disons que... Et les mots précisent les idées, ce qui est un cercle vertueux. Voilà. Alors, il y a un cercle, toujours pareil, hein, il y a 2 types de cercles, les vicieux et les vertueux. Quand il y a une idée qui est captée et qu'on trouve les mots les moins mauvais, on va dire, les meilleurs pour exprimer l'idée, alors ça rebondit. Et c'est ça ce qu'on appelle la dialectique platonicienne. C'est-à-dire qu'il y a une ascension et en même temps qu'on monte, disons, dans l'abstraction, hein, pour capter des choses de plus en plus vastes, de plus en plus générales. On redescend aussi toujours pour voir concrètement qu'est-ce que ça donne, comment ça s'applique, pour voir si on est à côté de la plaque ou pas. Hein, c'est ce qu'on a trouvé en montant à un aspect de justice ou de justesse ou pas. Donc la dialectique platonicienne, c'est toujours un mouvement d'ascension et de descente. On monte vers le plan des idées, pas des concepts, mais des idées,
Et ensuite, on va essayer de trouver les mots et les exemples pour voir si ça s'applique, ou s'il y a des contre-exemples, ou s'il y a des exceptions. Et on remonte, on reteste autre chose, une autre hypothèse, et on la vérifie, et on remonte. C'est un yo-yo permanent, la dialectique platonicienne. Jamais on ne se contente d'une chose, d'une idée qu'on a captée. Il faut la vérifier. Et si elle est infirmée, on l'abandonne. Là aussi, dire ah bon, bah non, c'était pas bon, je prends autre chose. Et bon, on détaillera un peu plus peut-être la prochaine fois ce système d'ascension, de montée, de redescente. Tout ça pour avoir prise sur les deux plans, sur le plan des idées, mais aussi le plan concret. C'est dit d'une autre manière. Le mythe de la caverne, on sort de la caverne, on re-rentre dans la caverne. On sort, on re-rentre, on sort, on re-rentre. Et c'est comme ça que Platon définit le philosophe. C'est celui qui est en mouvement. C'est pas celui qui s'arrête dans le plan des idées. Parce que ça, c'est pas être philosophe. C'est monter, redescendre, monter, redescendre. Accepter toujours le chaud-froid, l'obscurité, la lumière. C'est-à-dire d'être en permanence aveuglé. Hein, c'est ce qu'il dit dans la caverne. On sort de l'obscurité, on est aveuglé par la lumière. Bon, une fois qu'on s'est habitué à la lumière, on re-rentre, on n'y voit plus rien. Donc de toute façon, les 4/5 du temps, la vue est trouble. Mais c'est ça le cheminement. Toujours donc de monter, vérifier, monter, vérifier, monter, vérifier. Et ne jamais cesser le questionnement. Donc, ce n'est pas un questionnement qui est vain, c'est un questionnement qui amène à chaque étape des éléments de réponse, mais qui ne sont pas des certitudes absolues. Vous voyez ? Ça va ? Hein ? Bon. Vous savez moins que quand vous êtes arrivé, c'est bien. Contrat rempli. Si vous avez l'impression de savoir plus, c'était pas bon. Bon, ça c'est l'intérêt. Vraiment, si vous avez envie, je vous conseille vraiment la lecture de ces petits dialogues. Ils sont tout à fait charmants et on ne se perd pas dans 10 000 pérégrinations intellectuelles. Et en même temps, ça touche de manière très très subtil les éléments essentiels de la technique de dialogue qui va devenir la dialectique. Dialogue, hein, je pas rappeler, mais dialogos, c'est deux intelligences. C'est deux intelligences, c'est-à-dire deux logos, dialogos, qui sont en train d'échanger. Donc il faut qu'il y ait deux intelligences, c'est-à-dire deux qui ont envie de. Sinon, il n'y a pas de dialogue. Alors, comme Platon dira aussi, il peut y avoir le dialogue intérieur, plus difficile. Plus difficile, ça veut dire que les deux, ils sont en soi-même. Et donc, pouvoir être capable de dissocier en soi ceux qui pensent une chose, plus difficile. Mais l'idéal, c'est à deux. Mais dialogos, deux intelligences, qui ont un même but. Si les deux n'ont pas le même but, il n'y a pas de dialogue. Il faut bien se mettre d'accord sur le but. Est-ce que les deux ont bien le même but ? Parce que si ce n'est pas le même but, il n'y aura pas de dialogue. Moi, j'estime que la psychanalyse n'a pas attendu Freud. La psychanalyse n'a pas attendu Freud. Ah. Alors voilà, là c'est un sujet extrêmement délicat auquel je ne vais pas répondre. Bon. Alors, oui. Socrate n'a jamais dit qu'il avait inventé quoi que ce soit, de toute façon. Même s'il dit qu'il n'a pas de maître, vous savez, ça on verra. Là, il y a un personnage qui est évoqué qui s'appelle Damon. Damon, le maître de musique.
Et en fait, c'est intéressant parce que daimon, ça rappelle un peu le maître de Socrate, qui est le daimon, hein, la fameuse petite voix qui lui dit pas ce qu'il faut faire, mais ce qu'il ne faut pas faire, et qui est un peu son maître intérieur, sa voix de conscience, qui est très intéressant. Donc, donc quand même un contresens à ne pas connaître par rapport au connaître toi-même. Oh, oui. Je pense que c'est pas en quelque sorte une valeur d'introspection. Non. C'est pas au sens psychanalytique du terme, c'est plutôt en termes de connaître ses limites. Oui. Les Grecs avaient pour ceci de commun avec les Gaulois, c'est que les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Oui. Les Grecs avaient peur de l'hubris, c'est-à-dire de la démesure que qualifie René Girard, c'est-à-dire la guerre civile. Et aussi de ne pas dépasser, en vertu, pour ne pas amener la guerre civile, dépasser en quelque sorte chacun ses propres limites par rapport au monde des dieux. Et c'est ce que cristallise en quelque sorte ce connais-toi toi-même. Alors que nous, à l'heure actuelle, on interprète le connais-toi toi-même comme une valeur introspective de connaître, alors que non, c'est complètement, c'est un contresens. Oui, tout à fait. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a aussi le fait que on voit que le but des dialogues, c'est pas tant la connaissance, c'est un outil, que ce qui est encore plus en vue d'eux, c'est la maîtrise de soi. Mais le but des dialogues repose aussi sur un prédicat, sur plusieurs prédicats. On le voit très bien, c'est la notion d'âme, qu'on ne démontre pas, qu'on ne peut pas démontrer, mais qui est un prédicat sur lequel on va axer en quelque sorte, tout le dialogue, une partie du dialogue. Et la théorie des idées, en quelque sorte, les idées en tant que principe essentiel. Oui, alors, mais on ne peut pas remettre en cause la théorie des idées ou les idées. Elles existent par elles-mêmes. Ce qui est intéressant dans les dialogues de jeunesse, si on pense que les dialogues de jeunesse sont véritablement des dialogues de jeunesse de Platon, c'est que on voit Socrate plus partie prenante que dans les dialogues ultérieurs, et donc la théorie des idées là n'est pas encore formalisée. Ça qui est intéressant, c'est que on va pas par exemple dire dans ce dialogue, est-ce que tu pourrais me dire ce qu'est le courage en soi ou ce qu'est la vertu en soi, c'est-à-dire l'idée du courage. Il n'y a pas cette notion d'eidos, d'idée encore dans les dialogues de jeunesse, parce que la théorie des idées c'est platonicien, c'est pas Socrate. C'est la formalisation, c'est l'apport de Platon. Mais Socrate probablement n'avait pas c'était un peu différent, des idées, des archétypes, disons. Ça c'est Platon. Et dans les dialogues de jeunesse, on n'a pas la théorie des idées encore formalisée. Pas formalisée, elle est en prémisse. Oh, certainement. C'est le dialogue de Platon. Certainement. D'ailleurs, il y a un très bel article sur le dernier Philosophie Magazine sur Socrate. À lire. Ah oui, exact. Il y a dans le dernier Philosophie Magazine le petit cahier intérieur, je crois. Il est sur Socrate. Parce que Socrate n'a jamais fini de faire parler de lui. C'est ça qui est incroyable. Pour quelqu'un qui n'a jamais écrit, qui n'a jamais créé quoi que ce soit, c'est fort quand même, qu'encore on parle de lui. Et que beaucoup de gens très différents s'y réfèrent. Bon, je vous souhaite une bonne semaine de questionnement et à la semaine prochaine.